Merci. André Schléret, prendre une place et un micro. Donc on suspend la séance, le temps de l'intervention d'André Schléret. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je tiens à bien préciser que j'interviens au nom de l'ensemble des associations d'éducation populaire brestoises ayant passé convention d'objectifs avec la ville de Brest. Je suis aussi porte-parole des diverses fédérations d'associations d'éducation populaire. Par courrier en date du 20 novembre 2015, vous nous informez des difficultés que connaissent les collectivités locales pour finaliser les budgets des années 2016 et suivantes. Si nous comprenons les analyses que vous faites et sommes prêts à contribuer à l'effort global, nous sommes particulièrement choqués de la manière dont cela est présenté. En effet, c'est le 9 décembre que nous avons été informés du contenu de l'avenant présenté à ce conseil municipal. Nous n'avons eu aucune réunion pour échanger sur les nouvelles modalités que vous mettez en œuvre et qui sont lourdes de conséquences pour nos associations. Les dispositions que vous avez retenues en forfaitisant les coûts de poste fondamentaux pour nos associations ne sont pas acceptables. Nous souhaitons au contraire que ces moyens de base soient sanctuarisés, c'est-à-dire que vous teniez compte du fait que ces ressources sont destinées à financer des charges de personnel et que les corrections nécessaires soient éventuellement faites sur les autres aspects du contenu de la convention qui lie la ville de Brest et d'autres et les associations depuis des décennies, et plus particulièrement celle signée en 2013. Les propositions faites modifient sensiblement le contenu même de la convention en cours, et particulièrement l'article 20 avenant, qui précise toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la Convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis dans la présente Convention. Et donc, que devons-nous penser de la dénonciation unilatérale que vous faites de l'article 9 de la Convention en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 ? Est-elle de nature à renforcer la confiance nécessaire aux prochaines négociations de conventionnement ? Si l'impression nous est donnée que la ville de Brest ne se sont pas contraintes de respecter la signature de son maire. En conséquence, Monsieur le maire, nous vous demandons de bien vouloir retenir uniquement les articles 1, 2 et dernier de l'avenant proposé au vote du conseil municipal et de tout mettre en œuvre pour que de véritables échanges se déroulent dans les prochaines semaines afin d'aboutir à un accord consensuel. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Je propose de réouvrir la séance. Rémi Hervé, sur le sujet, j'imagine. Oui, monsieur le maire, j'aimerais réagir au propos du porte-parole des associations. Dans un contexte de finances publiques de plus en plus contraint, l'ensemble des collectivités sont désormais à l'heure des choix. Ceux-ci ne sont pas faciles à faire, mais s'agissant de Brest, cette responsabilité vous incombe.
Vous êtes rattrapé par l'impréparation à une situation difficile, aggravée par la réduction des dotations de l'État. Il faut effectuer des choix, certes, mais il faut que ceux-ci soient pertinents. Vous n'avez que trop gaspillé l'argent du contribuable. Les exemples sont légion. Aujourd'hui, ce sont les associations d'éducation populaire qui en font les frais, comme d'ailleurs la qualité du patrimoine municipal. La cohésion sociale et la dynamique d'une ville sont dues en grande partie au travail des associations d'éducation populaire, que sont les patronages laïques, maisons pour tous de quartier, centres sociaux et fédérations d'éducation populaire. La baisse des subventions de 4% aura des impacts majeurs sur le fonctionnement et les activités de ces associations. Je rappelle que 400 salariés y sont employés et qu'elles comptent 25 000 usagers. La priorisation des dépenses municipales devrait aller à la réfection des locaux. Je dois dire qu'à titre personnel, je sais qu'un patronage aurait bien besoin d'une rénovation. Au bon fonctionnement des associations d'éducation populaire également, ces dépenses devraient aller, et non dans le financement de projets pharaoniques. Je n'ai pas besoin de vous citer ce à quoi nous pensons. Compte tenu des difficultés économiques et sociales que subissent nos concitoyens, est-il judicieux de diminuer les moyens des équipements de quartier qui, par les services qu'ils rendent, accompagnent les populations en difficulté? Monsieur le maire, à chaque conseil, une manifestation. Faut-il y voir une dérive inquiétante de la gestion des dossiers par la majorité municipale? Il y a quelques mois, ce sont les écoles de la ville qui ont vu, du jour au lendemain, leur dotation baisser de 13%. Vous mettez les associations d'éducation populaire au pied du mur. Vos décisions se font sans concertation préalable avec les intéressés. Ça n'est pas acceptable. Des décisions qui interviennent alors même que les budgets des associations sont déjà bouclés. La démocratie, même si vous la connaissez bien, c'est la transparence, le dialogue et surtout l'écoute de l'opinion des autres. Les bonnes idées ne sont pas l'apanage de quelques dizaines de personnes réunies autour du maire de Brest. Il faut aussi respecter l'opinion de l'opposition municipale. La démocratie, c'est la prise en compte de ces opinions et parfois, je dirais peut-être même souvent, l'amendement des projets de la majorité en fonction de celle-ci. Je vous remercie. Merci. Marc Savicki. Monsieur le maire, au-delà des questionnements autour des financements alloués par la ville aux équipements de quartier, je tiens à rappeler, surtout après ce que je viens d'entendre, en tant qu'adjoint en charge de notre politique éducative, ce qui est la priorité de notre collectivité. Nous ne sommes pas riches, pas pauvres non plus, mais notre potentiel fiscal est loin d'être au niveau de nombreux autres territoires. Et pourtant, nous n'avons de cesse, depuis plus de 10 ans, de faire de notre politique éducative notre priorité absolue. Dans ce contexte, nous avons été précurseurs au sein même de la refondation de l'école. Nous sommes à l'initiative des premières expérimentations sur les rythmes scolaires. Nous avons investi, comme peu de villes l'ont fait, sur les temps d'activité périscolaire et nous poursuivons cet effort en refusant de faire porter leur charge sur les familles. 2 fois 1h20 par semaine, plus de 80% des enfants des écoles publiques brestoises poursuivent leur journée d'école en participant à de véritables projets éducatifs autour de la culture, du sport, de l'environnement ou de la citoyenneté. Jamais la ville seule n'aurait pu y parvenir. Sans tous nos partenaires et en particulier l'éducation populaire, ce projet n'aurait pas pu aboutir. Et c'est bien là l'esprit même de notre projet éducatif de territoire. Tout à l'heure, je présenterai la délibération sur le projet éducatif de territoire 2015-2020 que vous avez évidemment tous lu en détail. Vous savez donc combien cet engagement partenarial reste le fondement de notre projet éducatif. Mais tout ceci a un coût et au-delà des aides de l'État et de la CNAF, que nous appelions de nos vœux, nous faisons le choix d'investir dans ce projet des centaines de milliers d'euros par an pour tous les enfants brestois. Et malgré la période économique que nous traversons, malgré les pressions néfastes que nous subissons pour réorienter nos budgets vers plus de sécuritaire, nous faisons toujours de notre politique éducative notre premier budget. Et quand je dis politique éducative, je ne parle pas ici de ma délégation, mais je parle de l'engagement de notre majorité, celui de Karine Causé-Léouette avec la petite enfance, celui de Jean-Claude Lardic avec la jeunesse, celui de Gaël Abilly avec la culture, de Patrick Appéré avec le sport, d'Isabelle Montanari avec la solidarité, de Marie-Pierre Crève avec la santé, et celui de Yann Masson avec les équipements de quartier. Alors sur ce territoire innovant, inventif et volontaire qui est le nôtre, dans de multiples domaines, y compris en termes éducatifs, et nous tous ici y sommes attachés, je comprends les colères et les frustrations à l'annonce de baisses. Mais malgré ces baisses, je vois ça et là émerger une incroyable quantité de nouveaux projets,
autour des parents, de la laïcité, de l'égalité filles-garçons, la lecture, la musique, la danse, l'art plastique, etc. Alors c'est vrai, nous devons faire avec un peu moins, mais ces nouveaux projets ne pourront s'en faire sans tous nos partenaires. Je vous remercie. Merci. Jacqueline Héré a la parole. J'ai pas fait. Notre collectivité est confrontée depuis l'an passé à une diminution drastique des aides de l'État décidées par le gouvernement Valls. Ces diminutions, nous les avons dénoncées tant au niveau national que local, car elles mettent nos collectivités en difficulté dans l'élaboration de leurs budgets respectifs. Cette diminution pour Brest sera de plus de 4 millions d'euros pour 2016. Des choix seront donc à faire afin de préserver l'équité entre le fonctionnement et l'investissement, d'autant que notre équipe municipale s'est engagée à ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages brestois. Dans ce cadre, l'ensemble des politiques publiques vont être impactées et une baisse de 4% des aides est prévue aux fédérations d'éducation populaire, aux équipements de quartier ainsi qu'à plusieurs associations. Un avenant aux conventions liant la collectivité à celle-ci est donc soumis dans les délibérations 31 à 34 et c'est le contenu de cet avenant qui pose problème ce soir. Il est quand même bon de rappeler toute l'importance de ces structures dans l'engagement qu'elles ont dans les quartiers et dans la ville, en participant à la création de liens sociaux et au développement d'actions innovantes reconnues sur le territoire. Depuis de nombreuses années, notre équipe municipale de gauche s'est toujours montrée attentive au devenir des dites structures. Nous vous savons désireux, Monsieur le maire, de poursuivre dans cette direction. Aussi, lorsque ces structures expriment leurs besoins d'un temps de dialogue supplémentaire pour élaborer leurs projets et réfléchir à leur fonctionnement de demain, il nous apparaîtrait judicieux de leur accorder ce temps dans un souci d'apaisement. Nous pensons, Monsieur le maire, que cela est possible et que dans ce contexte de crise, nous devons parvenir à renouer le dialogue. Dans le cas contraire, le groupe des élus communistes s'abstiendra sur le vote des délibérations 31, 32, 33 et 34. Je vous remercie. Merci. D'autres? Oui, Anne-Marie Kervern. Monsieur le maire, chers collègues, on le sait, les associations souffrent dans un contexte de crise. Le plan de loi de finances 2016, qui poursuit la baisse des dotations de l'État, va accentuer ce phénomène. Et la réforme territoriale risque aussi d'aggraver ses effets avec l'encadrement des compétences partagées. Confrontées à un environnement économique peu favorable et à des exigences administratives croissantes, les associations sont entrées depuis plusieurs années dans une période de mutation. Elles se sont professionnalisées, tant au plan de la technique de leur métier qu'à celui de leur gestion. Nous les avons accompagnées au mieux par des moyens financiers, techniques, humains, par des conventions pluriannuelles qui les sécurisent. Aujourd'hui, les associations brestoises qui gèrent des équipements se demandent comment faire avec des financements de la collectivité diminués de 4% et une forfaitisation des financements de poste. Cette question est légitime. L'incitation à la mutualisation comme réponse à cette question peut être mal vécue, et il semble qu'elle le soit, comme s'il était question de botter en touche. Mais partage, échange, mise en commun ne sont pas des mots tabous. Sincèrement, je crois qu'ils ne le sont pour personne. Ils nous parlent d'une manière moins individualiste de vivre en société. Et est-ce que cela n'est pas le fondement même de la vie associative ? Le principe de mutualisation des ressources, de l'information, des savoir-faire, des compétences, de l'emploi, des pratiques, des moyens techniques, des services, des moyens d'action, repose sur le volontariat, mais aussi sur la volonté effective d'être partie prenante de ce qui se construit. Le temps est venu, pour les associations et leurs partenaires, de s'affirmer ensemble, simultanément, comme une force de proposition sur des modes de travail innovants et sur de nouvelles relations aux financeurs. Nous sommes tous confrontés à une obligation de devoir optimiser et diversifier nos ressources au profit d'une organisation solidaire. Et les fédérations d'éducation populaire ont un rôle d'accompagnement à jouer. Nul ne sait exactement vers quoi nous mène cette transformation accélérée de la société. Mais ce que je crois certain, c'est qu'elle doit être saisie comme une opportunité pour inventer de nouvelles façons d'agir, une manière différente d'envisager l'intervention des associations, de développer du lien, de l'entraide, de la coopération.
Se transformer pour pouvoir mieux agir sur les transformations du monde, c'est un enjeu vital pour les associations qui veulent continuer à exercer leurs fonctions sociales, économiques, civiques et politiques au sens large. En tant qu'élu, je pense que l'espace politique est l'espace de ce qui doit être assumé quand le travail de vigilance a été fait. Et j'assume la démarche proposée tout en interrogeant la vigilance sur le délai. Ce travail de vigilance consiste à s'assurer que la signature de ces avenants par les associations relève d'une vraie liberté et non d'une contrainte liée à des problèmes de trésorerie dans l'attente du vote du budget 2016. Pour certains, ce délai est possible, pour d'autres, pas. Liberté ou contrainte, c'est ce qui fait toute la différence dans un partenariat. Je note une volonté de concertation exprimée à plusieurs reprises, et c'est une bonne chose. Mais je note aussi les délais extrêmement courts et par conséquent contraignants. C'est la raison pour laquelle, au nom de l'UDB, je vous demande donc un délai afin que l'on puisse voter cette délibération. Et faute de délai, je pense que je m'abstiendrai. Merci. D'autres demandes? Oui, Patrick Appéré. Oui, monsieur le maire, je crois qu'on assiste ici à une série d'interventions qui montrent de façon forte notre engagement autour de cette question de l'éducation populaire. Marc Savicki ayant fait de son côté le tour avec, je crois, détail de notre engagement, de notre capacité à développer des politiques qui permettent aux habitants de la ville de Brest de se sentir bien dans leur ville. Et nous avons, avec l'éducation populaire, je crois, une relation de complicité, de bon travail ensemble. Et je vous avoue que dès que nous avons vu pour notre part cette délibération, parce qu'il y avait une incompréhension pour nous au départ, Nathalie est en face de moi, quand nous étions en commission, Nathalie intervenait avec force en disant il faut de la concertation. Et moi je vous avoue que telle qu'était élaborée cette délibération, elle montrait à la fois une délibération qui permettait à l'ensemble des équipements de passer un moment qui est le moment entre le moment du 1er janvier jusqu'au moment où on votait effectivement notre budget. Et donc cette délibération avait une vocation extrêmement positive de permettre que la vie continue dans les meilleures conditions possibles. Et je ne comprenais pas bien d'ailleurs ce que Nathalie disait avec insistance. Et puis ensuite, en y regardant de plus près, effectivement, on trouvait à l'intérieur des avenants qui étaient écrits et qui avaient un certain nombre d'articles qui contraignaient à des nouvelles mesures l'ensemble des équipements. Nous sommes donc intervenus, dès que nous nous sommes aperçus de cela, nous avons immédiatement envoyé un mail en interne pour dire attention, il y a là quelque chose qui tourne pas rond et qui n'est pas bien. Ce n'est pas notre habitude, il me semble, de travailler dans ces conditions-là. Et donc nous avons tout de suite levé le lièvre, entre guillemets, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse trouver tout de suite la bonne manière qui nous permette de faire comme d'habitude et de bien faire en sorte que notre relation entre ce monde des équipements de quartier et puis notre conseil municipal continue à être menée de manière positive. Et je trouve que là, on est resté tergiversé et je suis déçu, je le dis, de voir qu'aujourd'hui, on soit face à une manifestation de nos amis. On aurait dû régler ça avant. Voilà. Et je vois donc, et je vois qu'on y travaille. On n'est pas resté sans rien faire depuis ce temps-là. Beaucoup de réunions ont eu lieu avec, je crois, dans l'idée de chacun, la volonté à la fois de faire en sorte que les équipements puissent bien travailler et de l'autre côté, d'essayer de rentrer dans nos contraintes financières puisqu'elles existent et qu'il faut y faire face. Je m'aperçois donc qu'on a reçu des propositions d'amendement aux propositions initiales qui sont faites. Il serait peut-être bon, monsieur le maire, que vous puissiez un peu développer cela pour qu'on comprenne un peu ce qui est en train de bouger. Voilà, merci. Merci. Merci Patrick Appéré. Pour l'anecdote, quand même, il y a eu un comité de pilotage qui a dû être mis en place au mois de juin dernier et une note en bureau municipal qui doit de mémoire dater du 30 octobre. Qui est-ce qui avait demandé la parole? Jean-Luc Pollard.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, il y a deux aspects dans ce que nous sommes en train d'aborder maintenant. Il y a ce qui a été dit à juste titre par André Schléret au nom des structures d'éducation populaire, et il y a l'expression que nos collègues des groupes de la majorité ont eue. Et là-dessus, il y a unité de point de vue, à savoir l'importance qu'ont dans la cité les équipements de quartier, les structures d'éducation populaire et les moyens que nous devons leur fournir. Après, sans doute divergeons-nous sur cette approche, il y a la réalité budgétaire qui s'impose à nous. Pour pouvoir faire le lien, il convient, et c'est, je crois, en partie, même totalement, l'objectif des amendements qui nous seront proposés tout à l'heure quand, si c'est possible, nous aborderons cette délibération. Il y a donc compréhension de ce qui est dit et en même temps prise en compte de la réalité. Et un dernier mot quand même, je pense qu'on ne devrait pas ici confondre, et je pense que les représentants des structures qui sont dans la salle le savent bien, les interventions de la majorité, des groupes de la majorité et des groupes de l'opposition. En effet, la personne qui s'est exprimée au nom de l'opposition, en général, attaque les conventions que nous passons avec les structures d'éducation populaire en considérant que c'est du clientélisme, voire de la facilité. Donc ne pensez pas qu'il faut mettre sur le même plan les deux interventions. Merci. Merci. Oui, Rémi Hervé. Mais je ne pense pas que ce soit Rémi Hervé qui a été visé par Jean-Luc Pollard. Je l'espère parce que c'est absolument faux. Absolument faux ce que je viens d'entendre. Non, mais la remarque, Jean-Luc Pollard va préciser. On a toutes les bandes des interventions au conseil municipal. Combien de fois, M. Hervé est peut-être nouveau dans l'Assemblée, mais combien de fois je n'ai pas entendu dans les années précédentes, chaque fois qu'il y avait une subvention à la FOL ou à Léo Lagrange, parler de clientélisme de la majorité socialiste. Alors voilà, donc je suis prêt à vous retrouver les bandes en question. C'est facile après de faire des effets de manche. Dans le mandat précédent, monsieur le maire, peut-être. Oui, mais les élus qui tenaient ces propos sont présents encore ici. Écoutez, nous nous exprimons aujourd'hui au nom du groupe Rassemblement pour Brest. Hier, c'est aujourd'hui. Non, pas du hier, tout. c'est hier. Eh bien, écoutez, on est d'accord. Si votre opposition d'hier était votre opposition d'aujourd'hui, ça se saurait. C'est pas votre ami Laurent Prunier qui tenait ces propos. Yann Masson. Pour revenir un peu sur justement là, sur ce sujet, j'assume complètement l'impression qu'il y a un effet restreint. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a commencé à travailler sur le conventionnement en mars-avril. Je peux finir. On a commencé à travailler en mars-avril sur le conventionnement. On a travaillé surtout sur une simplification du conventionnement. Le seul problème, c'est qu'on ne pouvait pas aller plus loin tant qu'on n'a pas des éléments budgétaires. Ensuite, en septembre, nous avons eu la lettre de cadrage qui disait clairement que ce serait -4. Ça nous a obligés à revoir un peu notre copie, étant donné qu'on avait estimé un maximum de -2, donc il a fallu retravailler l'ensemble des éléments. Ensuite, il a fallu quand même revoir, aller de nouveau vers les élus pour leur expliquer la situation et décider ensemble d'aller les moyens. Ensuite, M. François Culandre a envoyé un courrier aux différents équipements de quartier pour leur signifier la position de la collectivité. J'ai reçu tous les équipements de quartier ici, dans la salle du Conseil, pour leur expliquer la position de la collectivité avec les difficultés qui sont devant nous, en toute transparence, parce que le vrai souci, c'est que les enjeux sont devant nous. C'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va voter le budget. C'est pour ça qu'il fallait impérativement qu'on commence à avancer sur certains sujets qui ne sont pas faciles, qui vont être difficiles. Et Et la question est de savoir pourquoi on ne faisait pas comme avant. Parce qu'on ne peut plus faire comme avant. Budgétairement, on ne peut plus faire comme avant. Alors c'est vrai qu'il faudra peut-être se réinventer notre mode de fonctionnement ensemble. Nous, on a précisé que le service Action Jeunesse va évoluer, on va être plus dans l'accompagnement. Donc ça nous oblige aussi à nous de revoir notre mode de fonctionnement en interne. Et maintenant, c'est qu'il y a un vrai travail de fond ensemble à avoir. Merci. D'autres demandes de parole?
Il n'y en a pas. Donc quelques mots avant de reprendre ces délibérations tout à l'heure, 30 à 35. Quelques mots sans esprit polémique. Je crois que, premier point, personne ici ne peut ignorer la situation difficile dans laquelle se trouvent les finances publiques, qu'on le veuille ou pas. Et cette situation s'impose à nous, et on ne peut pas en laisser le règlement aux générations futures qui n'en sont pas responsables. Et cette situation a conduit l'État à diminuer ses dotations aux collectivités territoriales, dotations qui, je le rappelle, sont financées non pas par un don du ciel, mais par l'impôt national ou éventuellement par l'emprunt, puisque malheureusement l'État vit au-dessus de ses moyens. Ces dotations aux collectivités locales constituent en effet un des budgets importants, voire le plus important, après la dette, dans les dépenses de l'État. Et je crois que les collectivités territoriales doivent apporter leur contribution au redressement des finances publiques, sauf, encore une fois, à laisser les générations futures à payer la note. Deuxième remarque, ceci se traduit concrètement par quoi ? Par une diminution de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités territoriales et par conséquent à la ville de Brest. Pour la ville de Brest, c'est moins 2,2 millions d'euros par an sur les années 2015, 2016, 2017. Après, on verra. Au titre de la dotation forfaitaire de celle-ci, nous percevions en 2014 36,4 millions d'euros. En 2017, nous en percevrons moins de 30 millions d'euros. Donc vous avez noté de 36,4 à 30. Et sans faire de polémique, je l'ai indiqué, je rappellerai quand même que certains à droite demandent d'aller beaucoup plus loin dans la réduction des dotations. Troisième remarque, dans le même temps, nous devons équilibrer nos budgets et préserver notre capacité à investir. Alors comment faire ? Il y a deux hypothèses principales. Premièrement, augmenter les impôts locaux, c'est-à-dire concrètement la taxe d'habitation. Certains y seraient favorables, je l'ai entendu. Et c'est d'autant plus facile à préconiser cela qu'on n'est pas soi-même contribuable brestois. Je ne le souhaite pas, notamment parce que le différentiel avec les autres communes, et notamment les communes de la troisième couronne, ce différentiel est déjà significatif par l'assiette et par le taux. Deuxième hypothèse, diminuer les dépenses pour rétablir l'équilibre. Je crois qu'il faut le faire d'une manière qui préserve l'essentiel, c'est-à-dire la qualité du service public. Alors, est-ce le cas en la matière ? Moi, je pense que oui. Le service public qu'on appelle à la française est fondé sur plusieurs principes que vous connaissez, principe de continuité, principe d'égalité dans l'accès au service public, mais aussi le principe d'adaptation. Le service public doit s'adapter au changement. Telle est bien la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et tout à fait encore sans esprit polémique, ce qui est proposé à Brest n'a rien à voir avec la dureté, voire la brutalité de ce qui est proposé, voire fait dans certaines autres grandes villes de France. Je peux vous donner par exemple, tout à fait au hasard, les chiffres de la ville de Toulouse. Pour revenir à Brest, la politique éducation, enfance, action associative et jeunesse pèse 42% de nos dépenses de fonctionnement, soit plus de 45 millions d'euros. 45 millions d'euros. Il s'agit, pour l'essentiel, d'actions volontaristes, en dehors de toute obligation légale, et ceci à hauteur de plus de 74% de ce total. Et donc, comment imaginer, compte tenu de ces masses budgétaires, que ces politiques pourraient rester en dehors de la rigueur budgétaire qui nous est imposée ? Rigueur budgétaire qui nous est imposée pas simplement depuis cette année. Le personnel municipal le sait, par exemple, depuis de nombreuses années. Le personnel municipal le sait depuis de nombreuses années. Cette rigueur pèse, par exemple, sur le personnel communal. À ma connaissance, sauf à ce qu'on me demande le contraire, il n'y a pas ici de prestidigitateur. Néanmoins, je ne suis pas sourd. Je ne suis pas sourd. C'est pourquoi, à ma demande, sera proposé tout à l'heure, quand l'ordre du jour y arrivera, donc un amendement qui a été déposé sur les tables, que les conseillers ont,
un amendement aux délibérations 31, 32, 33 et 34, écartant la référence à l'année 2015, parce que je crois que c'était une revendication forte des associations ici présentes. Voilà, je vous propose de passer à l'ordre du jour. On reviendra tout à l'heure, bien entendu, sur ces délibérations. Yann Masson, donc il y a un amendement, une proposition d'amendement sur table. On y va. Monsieur le maire, chers collègues, approbation des projets d'avenant de prorogation pour l'année 2016 des conventions de gestion de poste entre la ville on y va. La Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture, le Fonds de coopération de la jeunesse de l'éducation populaire, de la Ligue de l'enseignement Fédération des œuvres laïques du Finistère et l'association Léo Lagrange Ouest et les Francas du Finistère. Vous avez sur la délibération le détail des postes sur chaque association et équipement de quartier, ainsi que la subvention pour chaque fédération. Alors, en commission, il a été demandé de rajouter la notion d'une réflexion concertée dans la définition des nouvelles conventions durant l'année 2016. Cette demande a été prise en compte et intégrée dans chaque avenant. Ensuite, la proposition d'amendement aux avenants. Donc, l'article 3 est modifié. Je vais vous le lire. Le montant annuel de la subvention 2015 sera revu en 2016 par avenant financier au mois de juin, comme fixé par la Convention de gestion de poste. L'article 4 est modifié. Au titre de l'année 2016, la forfaitisation des coûts de poste ne fera l'objet d'aucune régularisation ni révision. Avis commission 2 favorable à l'unanimité. Merci. Des demandes de parole. Tout a été dit. Bien, je propose donc... Oui. Nathalie Chaline. Moi, c'est un mot de notre groupe. Hein. Pour notre part, il n'y a aucune ambiguïté de celle de nos élus de la majorité et de votre part et des services dans l'engagement auprès de l'éducation populaire. Aucune ambiguïté des associations, des équipements de quartier pour proposer, élaborer des projets et des activités pour l'émancipation des Brestois et des Brestoises. Donc je pense que vraiment là, ce qui se passe face à cette crise qui est assez importante que nous subissons, il faut, à mon avis, créer et inventons ensemble des nouveaux espaces de dialogue et de co-construction. Je pense qu'il est nécessaire effectivement de discuter et de pouvoir partager aussi ce qui se passe dans nos quartiers et d'approfondir ce dialogue. Voilà. Et donc, par rapport à notre vote, on va s'abstenir sur les 4 prochaines, la 31, la 32 et la 33 et 34. Mais nous souhaitons vraiment une vigilance par rapport à ce dossier et nous souhaitons vraiment qu'il y ait ce dialogue permanent. Merci. Merci. D'autres demandes de parole? Oui, Patrick Appéré. Oui, enfin, il ne nous semble pas, alors c'est vraiment embêtant, puisque on les a sur table, mais il ne nous semble pas, nous, qu'il y ait une vraie réponse apportée à la situation ou aux propositions qui sont faites. Donc, pour notre part, on votera contre. Merci. D'autres demandes de parole? Oui, Julie Le Goïc. Oui, comme Patrick Appéré, moi je voterai contre et notamment je trouve que c'est particulièrement complexe. Ce sont des sujets extrêmement importants. On a les délibérations sur table, on n'a pas le temps de les étudier. Je trouve que le procédé est particulièrement désagréable. Bien, d'autres demandes de parole? Oui, Madame Colauretti, Nathalie Colauretti. Monsieur le maire, chers collègues, donc cette explication de vote vaut pour les délibérations 31-33. Dans l'attente de l'adoption du budget primitif 2016, nous comprenons parfaitement qu'il convienne de revoir à la hausse le montant de certaines avances sur subventions afin de permettre aux associations d'assurer la continuité de leur mission.
Par contre, nous comprenons bien moins le fait que certaines associations voient le montant de leur acompte passer du simple au double. Pour prendre le seul exemple de la FOL 29, l'avance sur sa subvention de gestion de poste passe de 153 000 € à 298 000 €, soit une augmentation de 95 %. Une avance qui représente plus de 62 % de sa subvention annuelle. Il en va de même concernant l'acompte sur sa subvention de fonctionnement, ainsi que ceux concernant les équipements de quartier dont la FOL 29 assure la gestion. En commission, il nous a été avoué que certaines augmentations visaient à pallier des difficultés de trésorerie et il nous a été assuré que les subventions votées en 2016 resteraient stables par rapport à l'année écoulée. Néanmoins, dans l'attente de l'examen des subventions de l'année 2016, nous nous abstiendrons sur ces délibérations. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Oui, Madame Malgorn. Oui, je me réfère à ce que j'ai déjà dit sur l'absence d'orientation budgétaire qui ne permet pas, alors qu'il y a des décisions à prendre, de faire le cadrage des priorités. Et pour cette raison, nous nous abstiendrons. OK. Yann Masson. Alors pour être plus clair, on est bien sur des avances financières et il est évident que sur certaines associations, équipements quartier ou fédératifs, on est bien sur les 3 mois et il faut absolument éviter des ruptures de trésorerie. C'est pour ça que le montant est fluctuant. Voilà, c'est le principal sujet. Après, sur le montant, on va dire, l'estimation globale qu'on aura, ce sera au mois de mars, au moment du vote du budget. Voilà, là, on est vraiment sur des estimations. Bien, pas d'autres demandes de parole. Alors, pour la régularité de la procédure, ce n'est pas habituel de faire des amendements, ce qui n'est pas interdit, je le dis à Julie Le Goïc, le règlement intérieur le permet, même si ce n'est pas la pratique habituelle. Je vous propose donc d'adopter, de voter et d'adopter l'amendement proposé avant de passer au vote de la délibération. Donc sur l'amendement, bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Non. André Schléret souhaitait reprendre la parole, donc je fais une interruption de séance. Merci, Monsieur le maire, de me redonner la parole. Alors, d'après les votes qui viennent d'être émis par l'Assemblée, je pense que les associations trouveront qu'on a répondu à leurs demandes lorsque l'on fait référence à l'article traitant de la subvention 2015 qui sera réévaluée. Ça correspond exactement à notre attente. Par contre, l'article suivant, concernant la subvention 2016 et les années suivantes, conserve quand même la forfaitisation des coûts. Et si l'on doit négocier avec la ville, il sera difficile pour nous d'accepter cette forfaitisation parce que ce sera le blocage des subventions qui nous permettent de régler les salaires des animateurs intervenant chez nous. Voilà, je pense que ce sera aussi le sentiment de la majorité, voire de l'ensemble des associations et fédérations. Merci, Monsieur le maire, de m'avoir redonné la parole. Merci. Je rouvre la séance. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Donc, il n'y en a pas. Je propose donc... On a adopté? Je ne sais même plus. Oui, si, ça y est, c'est bon. On passe à la 34. Attendez, on a voté ou pas? Pas formellement. Bien, donc je remets au vote la délibération.